Bonjour à tous, Michel Bénat, donc je suis directeur adjoint de la recherche-développement de RTE au réseau de transport d'électricité et par ailleurs membre du conseil scientifique de l'association Clean Smart Grid. On évoquait brièvement le conseil scientifique, un rappel sur l'association pour ceux qui ne la connaîtraient pas. L'association, et j'ai eu le privilège à sa création, est née en 2015 dans le sillage de la volonté gouvernementale de l'époque de créer des grandes filières industrielles françaises, des pôles de compétences aptes à développer des emplois en France et à exporter nos solutions à l'externe. Donc les réseaux électriques intelligents avaient été identifiés dans le cadre de la Nouvelle France industrielle comme un élément, comme un thème phare pour la France, compte tenu des acteurs présents en France aujourd'hui sur ces sujets. Donc l'association est née en 2015 et regroupe aujourd'hui un ensemble de participants là, des universités, des pôles de compétitivité, etc. Donc on est à plusieurs dizaines d'adhérents, proche de la, je ne sais pas combien maintenant, plutôt d'une centaine d'ailleurs. La mise à jour est quasiment quotidienne, parce qu'on a encore des demandes d'adhésion là pour la prochaine AG, le prochain CA. Donc une centaine de participants qui participent à nous, une association où on va pouvoir échanger sur les solutions les meilleures pour les réseaux électriques intelligents et définir aussi des solutions qu'on pourrait promouvoir à l'externe. Et dans le cadre de cette association, donc il y a maintenant quasiment 7 ans, donc il y a un conseil scientifique qui existe depuis l'origine, qui a vocation d'une part à promouvoir ces sujets auprès du milieu académique. Et d'ailleurs, on a une réputation grandissante chaque année maintenant avec les prix de thèse qui sont remis par l'association et qui sont directement en lien avec les thématiques qui nous occupent sur les réseaux électriques intelligents. On a aussi vocation au sein de ce conseil scientifique à sortir des position papers sur des sujets d'importance. Donc dans le passé, par exemple, on a fait un position paper sur la flexibilité. On est en train d'en préparer un là, sur l'intelligence artificielle qui sortira prochainement. Et dans un futur proche aussi, on aura des éléments autour de l'impact de l'électrification des usages. Enfin, sur ces éléments, sur des événements comme aujourd'hui, on cherche aussi à avoir des webinars sur des thématiques qui relèvent à la fois de la science, de la science récente, on va dire, des éléments récents en termes de techniques scientifiques, mais qui ne relèvent pas complètement de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'interface entre des solutions qui sont matures et puis des instanciations qui peuvent se faire au sein de l'industrie, soit déjà aujourd'hui, soit dans un futur très proche. Et c'est vraiment dans ce cadre qu'on a souhaité, au sein du conseil scientifique, aborder ce sujet de l'edge computing, donc peut-être un terme qui est familier pour les uns et peut-être complètement inconnu pour les autres, parce qu'on sent aujourd'hui que cette thématique qui est relativement large et qui dépasse le cadre du secteur électrique peut avoir un intérêt certain pour les opérateurs de réseau. Donc aujourd'hui, on va avoir ce webinaire autour du edge computing et sa dérivée, on va dire, réseau qui s'appelle Great Edge. Donc avec 5 intervenants qui, à mon avis, vont nous fournir un panorama relativement complet, c'est-à-dire à la fois sur ce qu'on entend derrière ces concepts. Donc Philippe Landa reviendra en introduction sur les concepts dont relève l'edge computing. Et puis après, on va aller progressivement avec Jacques Martin d'Atos World Grid et puis 3 intervenants d'RTE, Enedis et EDF vers une instantiation de ces concepts pour les opérateurs de réseau aujourd'hui. Donc sur le format, donc on a 5 intervenants, ils auront 12 minutes chacun et je me permettrai au bout de 10 minutes d'intervenir pour leur rappeler qu'il leur reste 2 minutes. Et vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat et on les prendra à la fin. Donc, sans plus tarder, donc on va enchaîner ces 5 présentations et on aura la possibilité dans un deuxième temps de prendre vos questions. Donc, on va commencer avec Philippe Lalanda, donc, qui est professeur en informatique à l'Université Grenoble-Alpes. Donc, Philippe, je te laisse la main pour ta présentation. Très bien, merci. Je vais déjà commencer par essayer d'afficher. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez bien mon écran?
Oui. Oui, ok, merci. Donc, je vais commencer. Donc, effectivement, le but de cette première présentation, je note bien l'heure, ça va être de définir ce qu'on appelle par Edge Computing et surtout mettre un petit peu en avant les défis que ça apporte. Alors, on ne peut pas parler de Edge Computing si on ne commence pas par parler ce qu'on appelle des systèmes cyberphysiques. Alors, ça a beaucoup de noms, hein, système cyberphysique, on parle aussi de pervasive computing, on a parlé d'ubiquitous computing, IoT, beaucoup. En fait, ce sont tous les systèmes qui vont intégrer des capteurs dans l'environnement et à partir de ces capteurs, relever un ensemble d'informations qui vont permettre de créer des services. Alors, le service, c'est important. Il faut vraiment penser à la notion de service ajouté, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de sens quand on parle d'IoT. Là, on parle vraiment de services souvent liés à l'industrie qui vont apporter une réelle valeur. Alors, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très répandu, hein, puisqu'on va trouver des systèmes cyberphysiques ou pervasifs dans les bâtiments intelligents, hein, qui est illustré ici, dans les maisons plus ou moins intelligentes. Beaucoup de l'industrie. Alors, si on regarde précisément comment l'IoT est déployé, on se rend compte de façon presque un peu surprenante que c'est vraiment dans l'industrie, dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Philippe, oui. pouvez-vous basculer en mode plein écran parce qu'en fait, on voit on voit la présentation et on ne voit pas le diaporama. Vous voulez comme ça? Non, basculer en mode plein écran si c'est possible. Ben, c'est ce que j'avais fait déjà. Bah, parce que là, nous, on voit en fait on voit on voit les slides en fait. Attendez, je retente. Là, je suis en plein écran pour moi. C'est pas ce que vous avez? Non. Non. Vous êtes peut-être en double écran, non? Oui, ça doit être l'autre écran qui est partagé. Oui, alors je ne sais pas quoi faire, hein. Arrêter le partage. Attendez. À ce moment-là, j'arrête le partage. J'essaye de directement partager. Ah, et là, est-ce que vous le voyez là? Parfait, c'est bien la présentation. Parfait. Ah d'accord, bon. Je suis désolé. Alors, chaque outil a ses subtilités. Oui, donc en fait, j'essaie de montrer que ces systèmes pervasifs en fait, se retrouvent dans beaucoup, beaucoup de domaines, dont aujourd'hui le smart grid dont on va parler aujourd'hui. Alors, comment ça marche en fait, ces histoires de services pervasifs? Alors en fait, de façon très, très habituelle, depuis quand même une bonne dizaine d'années aujourd'hui, on va récupérer des données sur différents capteurs, on va agréger ces données et parfois les compléter un petit peu sur des machines qui sont relativement proches des capteurs. En général, c'est même de la communication sans fil qui va être mise en œuvre. Et puis, on va remonter tout un tas de données dans le cloud. Et c'est là qu'en fait, les vraies fonctionnalités vont être implantées. Donc, typiquement, on va trouver des architectures qui sont relativement compliquées pour mettre en œuvre le service. Et là, j'ai mis que cette architecture pouvait même faire appel à des outils d'IA, le cas échéant. Mais en tout cas, quasiment tout l'aspect fonctionnel se situe dans le cloud et toute la partie basse ne fait que collecter des données. Éventuellement faire un peu de médiation, mais pas beaucoup. Alors tout doucement, on s'est rendu compte que à côté de ces gateways de base, il y avait beaucoup plus de devices disponibles qu'on pouvait utiliser. Et puis des nouveaux devices, comme par exemple, vous savez, les assistants vocaux qui rentrent dans les maisons et qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés pour faire tourner du code. Donc en gros, ce qui s'est passé, et c'est là qu'on va arriver vers cette notion de edge computing, on a commencé à penser à faire descendre les différentes fonctions et les différents stockages de données qui étaient réalisés dans le cloud, de les faire descendre vers ces appareils ici, qu'on va appeler des appareils ou des devices de niveau Edge. Alors, ça a beaucoup d'intérêt de faire ça, hein. Le premier intérêt, c'est qu'on élimine la latence de communication qu'il peut y avoir entre le bâtiment intelligent ou l'usine intelligente et puis le cloud. Donc, en général, on a des meilleures performances. On va réduire les coûts parce que le fait de travailler sur un cloud a un coût, hein. Il faut entretenir le cloud ou il faut payer les clouds à quelqu'un. Et puis, il y a aussi des coûts de communication ici qui peuvent être importants. On peut penser, mais je sais qu'il y aura une discussion à la fin de la séance, que ça améliore la sécurité et la privacy parce qu'il y a beaucoup moins de données qui remontent, hein. Beaucoup de données sont gardées au niveau de ces machines Edge.
On a une meilleure résilience. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça veut dire que si on a un code qui est suffisamment intéressant au niveau de ces machines, si on perd la connexion avec le cloud, en fait, le service peut continuer à être rendu. Important aussi, surtout par les temps qui courent, on a une meilleure utilisation des ressources. Ça veut dire que finalement, toutes ces ressources qui sont sur le edge et qui souvent n'étaient pas beaucoup utilisées, bien finalement, on va les utiliser avec du code correspondant à ces services. On peut avoir des nouveaux services, ça aussi c'est intéressant, parce que justement, à cause de la latence qu'on avait précédemment, certains analytics ne pouvaient pas vraiment être implantés parce qu'ils demandaient, alors pas forcément en temps réel, mais en espèce de pseudo-temps réel, donc avec une rapidité d'exécution importante. Alors tout ça, c'est un ensemble de propriétés qui sont très très attrayantes. Il y a un coût, et je vais en parler dans la suite, c'est qu'on a une grosse complexité logicielle qui apparaît sur ces machines, là au niveau du edge. Alors je vais essayer de le définir. Donc j'ai repris la définition qui est classiquement utilisée, hein, ces deux chercheurs, Wei Songshi et Shravan Duttar. En fait, on va dire que le edge computing, ça parle de toutes les technologies qui vont permettre de faire des calculs, mais aussi du stockage, sur le edge du network. Alors, le edge du network, ça veut dire au plus près des devices. Donc, en fait, on peut le définir comme toutes les ressources qu'on va trouver quelque part entre les sources de données, mais qui sont les devices, et les infrastructures cloud. Alors, si je prends par exemple l'exemple des télécommunications, en fait, on se rend compte que si on regarde une maison intelligente ou un bâtiment intelligent, des devices ou des machines, on va en trouver directement dans l'infrastructure, dans la maison, dans le bâtiment. On va en trouver pas très loin, donc des PC, des gateways, éventuellement des smartphones qui ont la propriété intéressante d'être mobiles. Mais on va aussi de plus en plus en trouver dans un secteur géographique pas très éloigné des maisons ou des buildings, comme les antennes 4G, et maintenant on parle beaucoup des antennes 5G, ou alors différents dispatchers de télécom. On peut faire exactement le même parallèle avec l'industrie 4.0. Et là, en fait, l'industrie 4.0, on va retrouver les capteurs ici, qui sont souvent un peu plus robustes que dans la maison, par exemple, mais qui ont souvent des fonctions similaires. On va trouver les PLC, qui sont sur le plant floor, hein, dans l'usine. Et puis, juste à côté, on va trouver différents PC, des tablettes, des téléphones, et aussi beaucoup d'HMI. Hein. Ça, c'est vraiment un point important. Beaucoup d'HMI qu'on va pouvoir utiliser pour faire du calcul. Et puis, un petit peu au-dessus, alors encore une fois, ce n'est pas bien loin, c'est souvent dans le bâtiment à côté ou dans un truc, dans des facilités régionales, on va trouver des grosses machines qui ont pour vocation à faire tourner des ERP, des SCADA, des choses comme ça. Et des MES, hein, pas deux fois ERP. Alors, souvent dans la littérature, on va appeler la partie gauche le device edge, la partie un peu du milieu, le far edge, et puis cette partie un peu plus grosse, le near edge. Parce par rapport à la distance, on se réfère au cloud. Alors, souvent quand même, quand les gens parlent de edge, ils parlent de ce niveau-là, de ce niveau far edge. Alors, je sais que les gens des télécoms, aujourd'hui, sont très, très intéressés, je reviens un peu en arrière, sont très intéressés par ça, par les antennes 5G, parce qu'il y a un énorme potentiel pour mettre du logiciel ici. Mais on commence à tomber sur des infrastructures logicielles qui sont beaucoup plus compliquées. Donc, on peut appeler ça du edge, mais ça commence à être du edge de grosse taille. Bien, je vais vous donner deux exemples pour illustrer ça. Donc, le premier exemple, c'est un travail qu'on avait fait avec Schneider Electric, et le use case sous-jacent, c'était de surveiller le bon fonctionnement de pompes, hein, de grosses pompes qu'on peut trouver dans des stations d'épuration, par exemple. Le gros souci qu'il y avait par rapport à l'architecture classique, c'est que, il y avait un gros coût de remontée des données vers le cloud, parce que ces pompes là sont un peu dans la nature, donc il faut payer les abonnements un peu chers. Et puis, on n'arrivait pas à exécuter des analytics suffisamment rapides pour surveiller l'état des pompes. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'est que beaucoup d'analytics ont été déplacés vers des passerelles qui se situaient près des pompes. Et grâce à ça, on pouvait directement envoyer des alarmes ici vers les experts qui eux-mêmes pouvaient dialoguer avec des techniciens qui étaient juste à côté des pompes. Donc, on voit que ça change complètement l'architecture. Hein, parce qu'avant, j'ai envie de dire, ces deux flèches-là, celle-ci et celle-ci, n'existaient pas. Le deuxième exemple,
qui lui traite ce qu'on appelle les chillers. C'est les grosses machines qui font du froid dans les bâtiments. Alors ici, c'est Hong Kong. En fait, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on utilisait des paramètres pour configurer les chillers, qui étaient des paramètres donnés lors de l'installation des chillers. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a utilisé du machine learning pour calculer de façon un peu plus intelligente ces paramètres de contrôle des chillers. Et ça se passait dans le cloud, comme vous voyez ici. Et puis, ce qu'on a fait récemment avec le côté edge computing, ça a été de uniquement laisser la partie calcul du premier modèle de prédiction dans le cloud et de descendre toutes les fonctions sur une machine edge, ce qui apporte beaucoup plus de performance. En fait. Voilà, donc ça, c'est les travaux qui sont encore en cours pour le coup. Alors, juste 2 mots pour vous dire qu'on gagne effectivement par rapport à beaucoup de propriétés non fonctionnelles, mais on souffre aussi par rapport au logiciel à mettre en œuvre, parce qu'il faut qu'on définisse des nouvelles architectures qui vont exploiter tout le continuum qui parle des devices jusqu'au cloud. 2 minutes, Philippe. Oui, parfait. On a des problèmes de développement d'applications parce qu'il faut utiliser des langages différents, des patterns différents de ce qu'on a sur le cloud. On a des problèmes de management, de gestion d'applications, avec synchronisation des applications sur plusieurs sites. On est obligé de construire un contexte explicite, de gérer les données au niveau du edge. Et puis, c'est toujours un problème ouvert. On a gagné certains aspects en sécurité, mais la gateway, comme elle contient des données et des applicatifs, ça devient un point un peu sensible par rapport à la sécurité. Alors, un point fondamental qui suscite beaucoup de recherches, c'est de développer des plateformes d'exécution, comme celle-ci, qui s'appelle Icasa, qu'on avait fait dans mon labo. Aujourd'hui, avec les approches de machine learning qui se généralisent, ça commence à être un petit peu dépassé. Et on va passer sur des choses plus à base de microservices, de Docker, sur les plateformes. Mais ça, je crois que c'est complètement l'approche qui a été mise en œuvre par Atos. Et Jacques va en parler juste après. Voilà, j'ai terminé. Ma conclusion, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le edge, c'est plus un pattern. C'est vraiment une idée architecturale, c'est une idée de conception, mais il n'y a pas une définition qui est hyper formelle, hyper précise. Donc, clairement, ça va améliorer des propriétés non fonctionnelles, mais ça va ajouter de la complexité logicielle. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est encore pire parce que vraiment, on a une grosse tendance qui est de faire tourner de l'IA, donc des applications de machine learning, sur le edge. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pose des problèmes de cycle de vie et de gestion de données. Et là encore, avoir un middleware, une plateforme est encore plus nécessaire. Voilà, j'ai terminé. Merci Philippe. Donc, merci pour cette introduction. En bon français, je pense qu'on a bien compris que Edge veut dire qu'on va traiter, stocker et élaborer des algorithmes à la périphérie du système, quel qu'il soit, qu'il soit électrique ou autre. Tu as bien mentionné les enjeux qu'il pourrait y avoir en termes de sécurité, les avantages, les inconvénients. Et ce qui va être intéressant maintenant par rapport aux interventions qui sont à venir, c'est de dire au-delà de l'effet de mode du edge computing ou du grid edge, c'est dans des cas pratiques, quelles sont déjà l'évolution du contexte qui fait qu'on a envie d'aller vers ces solutions, quels sont aussi les avantages et voir les points critiques qui sont à soulever par rapport à telle ou telle application. Donc on va enchaîner par l'intervention de Jacques Martin qui est Energy Utilities R&D Manager à Atos Worldgrid. Donc Jacques, je te laisse la main. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir cette occasion de parler de Grid Edge et de Edge Computing. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois tout d'abord faire un petit peu de présentation de pub, on va dire. Donc allons-y, passons au slide suivant. Tout d'abord Atos. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Atos, donc l'une des premières entreprises de services numériques en France et en Europe. Présente dans tous les secteurs de marché. Juste, je vais faire un focus sur un point. Il y a un certain nombre d'années, en 2014, on a fait l'acquisition de Bull et de toutes ses fonctions et donc avec, pas mal d'éléments relatifs à la cybersécurité, au calcul haute performance, aux data analytics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Atos, c'est pas uniquement une boîte de services, mais c'est aussi, une entreprise de produits avec une très grosse R&D.
Voilà, ça suffit pour Atos. On peut passer au slide suivant. Donc là, je vais faire un focus sur l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc slide suivant, merci, qui est Atos World Grid. Atos World Grid, c'est au sein de la verticale Energy and Utilities, la part de Atos qui est dédiée aux offres et aux services verticaux pour les clients Energy and Utilities. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Allô, vous Alors, m'entendez? oui, je suis désolée, il y a peut-être un énorme temps de latence. Voilà, donc D'accord. là, ça met à peu près 20 secondes. Donc, si vous voulez reprendre la main, c'est possible. Non, non, il n'y a pas de problème, parce que ça ira pas mieux, je pense. Donc, Atos World Grid, donc on va dire le bras armé de Atos dans le monde Energy and Utility, avec donc un historique qui vient du monde de ce qu'on appelait l'informatique technique et les systèmes temps réel critiques. Donc aujourd'hui, on a une offre qui s'étend, comme on dit, depuis le capteur jusqu'au tableau de bord du PDG et depuis la partie production d'énergie jusqu'au trading et la commercialisation. À la base, nous sommes intégrateurs avec plutôt des projets de bout en bout, clé en main, et une capacité à maintenir pendant très longtemps nos systèmes. Le point important aussi, c'est qu'au au fil du temps, on a développé nos propres solutions qu'on utilise quand c'est pertinent, et on s'arrange pour de garder une capacité en propre de R&D. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc là, pourquoi je suis dans ce panel pour parler de edge computing? En fait, c'est un sujet sur lequel, auquel on est venu assez naturellement, suite à des premières demandes et expériences pour le pilotage distant de plateformes offshore. Et depuis 2017, en fait, on investit via divers projets de R&D financés sur une solution en propre qui a changé de nom plusieurs fois maintenant, qui s'appelle Codex Smart Edge. Aujourd'hui, moi, je considère qu'on va dire très rapidement, elle coche toutes les cases et elle nous permet en fait de démarrer très très vite des projets en se focalisant sur le contenu fonctionnel et pas sur la plateforme technique. Donc, j'ai listé quelques exemples de cas d'usage pratique. Et bon, j'en dirai pas plus sur ces cas d'usage pour le moment. Et juste le dernier point que je voulais mentionner, c'est que nos collègues de Bull, dont j'ai parlé précédemment, de leur côté, ont développé une gamme hardware avec, pour commencer, le Bull Secona Edge Server qu'ils ont sorti en 2019. Les deux gammes sont compatibles, mais totalement indépendantes. Voilà. Maintenant, on peut passer au vif du sujet. Donc, on va passer au slide suivant. Et on va faire un focus sur un cas d'usage lié à l'impact des énergies renouvelables sur le réseau basse tension. Donc, il ne vous a pas échappé qu'effectivement, on a de plus en plus d'introductions de renouvelables à tous les étages sur le réseau, sur le grid français, mais notamment en basse tension, avec les panneaux solaires de toit, demain des petites éoliennes de toit aussi, avec plus massivement les centrales villageoises ou les villages à énergie positive. Et ce qui va arriver, ce qui commence à arriver aujourd'hui, c'est le véhicule électrique. Et ce qui va arriver demain, c'est le stockage batterie et sur les plus grosses unités, éventuellement le stockage hydrogène. Et pour en parler, pour regarder un petit peu comment on peut traiter ce type de problème, on va voir après deux projets différents, un assez ancien, SMAP, et l'autre i4DG qui est en cours. Donc c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est qu'en l'absence de toute génération, de toute injection d'énergie d'origine solaire sur le réseau, on voit que le plan de tension le long d'un fil qui part d'un transformateur et qui alimente un certain nombre de maisons, cette tension, elle descend, pas petit à petit, hein. C'est la courbe, sur le slide qui est en bas à gauche. La ligne en vert, on voit effectivement ce qui se passe, sur le plan de tension, quand il n'y a pas d'injection, d'énergie, renouvelable. Et donc, par ailleurs, il y a une obligation, un engagement, du distributeur de garder la tension entre des marges raisonnables de 153 et 207 volts, de façon à ce qu'on n'abîme pas les équipements. Parce que si la tension n'est pas maintenue
Dans ce domaine-là, en fait, on va dire de façon simplifiée, c'est mauvais pour ce qui est raccordé à ces équipements-là. Et donc, à chaque fois qu'il y a une injection, s'il y a une maison avec une forte injection, ça relève cette courbe. Et donc, on voit aujourd'hui apparaître, et surtout là où il y a une forte pénétration de renouvelables, eh ben, une déformation de la courbe de tension, et on voit apparaître ce qui s'appelle des excursions de tension. C'est-à-dire qu'à certains moments, on ne respecte pas ce qui est nécessaire. Et donc, on va voir comment on peut faire, sachant que par ailleurs, le problème bien connu, c'est que la production renouvelable n'est généralement pas en phase avec la consommation. Et donc ça pose aussi d'autres problèmes. Voilà. Donc passons maintenant au cas du projet SMAP, donc sur le slide suivant. Donc c'est un projet qui a été réalisé entre 2015 et 2018, hein, pour montrer que c'est pas depuis hier qu'on s'intéresse au edge computing. À l'époque, c'est un projet qu'on a réalisé avec notamment Enedis et déjà l'université Grenoble-Alpes ainsi que d'autres partenaires. Et l'idée, c'était d'utiliser donc du edge computing pour pouvoir contrôler d'une certaine façon les excursions de tension liées au photovoltaïque. Et donc, tout ça avec deux objectifs. L'un, d'éviter d'avoir à renforcer le réseau, mais en même temps de pouvoir accueillir sur le réseau basse tension beaucoup de photovoltaïque. Donc ça suppose d'avoir un traitement local donc qui se fait au niveau des concentrateurs, donc dans les postes sources, les postes de transfo qu'il y a au coin de la rue. Donc le concentrateur, lui, est en communication avec les compteurs Linky, donc sur une communication CPL, et il reçoit les informations donc des grandeurs électriques et notamment des excursions de tension. Et donc, dans ce concentrateur, on peut mettre un algorithme qui, quand il détecte ce type de situation, quand il voit qu'il y a une déformation du plan de tension le long du départ qui alimente les maisons en question, il peut essayer d'intervenir de deux façons. D'une part, en essayant de piloter les onduleurs qui sont devant les productions photovoltaïques. Donc ça, c'est une première approche. Et la deuxième approche, c'est d'agir sur le transformateur, on va être assez technique, d'agir sur les gradins du régleur en charge. C'est-à-dire qu'en gros, ça revient à décaler vers le haut ou vers le bas l'ensemble de la courbe verte qu'on voyait sur le slide précédent. Donc ça a été testé et en fait, on s'est trouvé confronté à un premier type, à certaines limitations, notamment parce qu'il y a deux conditions pour qu'on puisse piloter les onduleurs. Un, il faut qu'ils soient pilotables, et il faut reconnaître que la majorité des onduleurs ne sont pas pilotables. Et d'autre part, on a eu des problèmes sur l'interopérabilité quand ils sont pilotables, du module de commande, hein, chacun étant différent en fonction des fabricants. Donc, on peut voir maintenant, en passant au projet suivant, en fait, ce qu'on peut faire avec des approches différentes et en prenant en compte d'autres éléments. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu différente, dans le sens que on a... 2 minutes. Oui, c'est parfait. On n'a plus uniquement des panneaux solaires, mais on a aussi au sein des maisons des véhicules électriques avec potentiellement des chargeurs bidirectionnels, voire de la capacité de stockage avec une wallbox qui fait du stockage. Et donc, on peut prendre le problème de façon différente. Donc ici, on a démarré récemment un projet franco-allemand avec côté universitaire 2 labos de l'UGA, donc le G2E Lab et l'IG, et 2 labos d'université allemande, l'université de Bielefeld, au nord de l'Allemagne. Côté industriel, il y a Atos Worldgrid et une Stadtwerke, donc une ELD allemande, c'est Vivinet. Et donc là, ici, l'idée, c'est d'une part de faire de l'optimisation locale derrière le compteur, au sein de la maison,
avec de l'optimisation classique, mais aussi des prédicteurs basés sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, avec l'objectif de maximiser l'autoconsommation, de minimiser la facture, en évitant au maximum le partage des données, parce qu'en fait, en Allemagne, c'est quasiment impossible de partager des données hors de la maison. Et au niveau du poste source, au niveau du départ, de faire des prédictions agrégées et de donner au niveau de la maison la capacité de prendre en compte des signaux très simples pour décaler la consommation ou l'injection. Donc, pour se représenter, c'est l'équivalent des signaux qu'on peut avoir aujourd'hui pour les plans tarifaires heure pleine, heure creuse ou autres, hein. On cherche à avoir des signaux simplistes, on va dire, et de façon à pas créer l'obligation d'avoir un dialogue compliqué, beaucoup d'échanges, éventuellement de la surinstrumentation dans le réseau ou dans la maison. Et ici aussi, on est convaincu qu'on peut se permettre de passer par les box internet qui sont dans quasiment toutes les maisons, sachant que les gens qui ont des véhicules électriques, des panneaux solaires, etc., il est peu probable qu'il n'ait pas de box internet. Voilà, donc ça, on commence et on verra dans quelques temps les résultats de ce type d'approche. Mais là, on est typiquement dans du edge computing avec de l'IA et avec une solution edge to cloud dans les modèles présentés par Philippe précédemment. Voilà, merci à tous. Merci Jacques. Je trouve que ta présentation est idéale pour faire le pont entre la présentation générale de Philippe et puis ce qui va arriver. En fait, parce que dans la première présentation, on nous a montré que le edge computing, quelque part, c'était faire du traitement à la périphérie du système en utilisant autant que faire se peut les données localement. Et tu nous rappelles par ta présentation qu'on a quand même nativement aujourd'hui un système électrique qui va dans ce sens. On avait été habitué par le passé à avoir des grands moyens centralisés. Centralisés, c'est plutôt des gros moyens, parce qu'ils ne sont pas tous centralisés, mais ils sont à travers la France, c'est plutôt des gros moyens de production avec peu de dispositifs, que ce soit de production ou de modulation de consommation à la périphérie du système. Et il se trouve que plusieurs années, à travers les énergies renouvelables qui sont très, très majoritairement au niveau du réseau de distribution, et puis les capacités de plus en plus grandes des consommateurs à pouvoir moduler leurs demandes, nativement, on a un système électrique avec de plus en plus de leviers à la marge du système. Donc, si on fait le pont entre ces ressources à la marge du système électrique et les techniques informatiques qui pourraient nous donner des solutions, on sent qu'il y a des choses qui pourraient se mettre en place. Donc, on va aborder maintenant des cas d'usage plus concrets. Je vais passer la main à mon collègue Guillaume Giraud, qui est pilote de projet à la direction R&D de RTE et qui travaille sur les architectures d'avenir pour le contrôle du système électrique. Donc, Guillaume, je te passe la main. Merci Michel, bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous parler d'un cas d'usage qui s'appelle le projet NASA, donc nouveaux automates automates de zone adaptatifs, pardon. Mais d'abord, je voulais mettre en lumière que le concept de edge computing, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très récent en termes de concept pour RTE, puisque ça fait déjà un demi-siècle qu'on utilise une architecture à deux niveaux avec dans les postes du contrôle commande et des protections rapides qui utilisent des informations très détaillées, toutes les données locales et qui agissent très rapidement avec une très faible latence, une vingtaine de millisecondes, et ensuite qui agrègent ces mesures et les envoient toutes les 10 secondes dans des dispatchings régionaux ou nationaux qui ont une vision France et qui travaillent sur des échelles de temps un petit peu plus longues, notamment avec des points figés toutes les 5 minutes. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote. Par contre, comme l'a dit Michel, le contexte évolue. C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Et on peut même parler de révolution du système électrique, donc avec l'arrivée des renouvelables de manière massive, sur les réseaux de distribution principalement. Un autre point important, c'est que ces moyens et ces groupes, ils sont beaucoup plus nombreux que ce à quoi on était habitué jusque-là, et également moins pilotables. Et il y a de très fortes incertitudes sur les prévisions qu'on peut faire au niveau local pour la production, notamment avec les effets de rafale pour l'éolien et les nuages pour le photovoltaïque. Enfin, d'autres
d'autres choses qui nous rendent le pilotage un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque-là, c'est qu'on n'a plus des groupes avec des gros alternateurs et une inertie, mais on a plutôt des interfaces à base d'électronique de puissance. Et enfin, les mécanismes de marché se rapprochent de plus en plus de temps réel, et donc ça induit ce qu'on appelle, nous, une réduction de la fenêtre opérationnelle. C'est pour ça que je vais vous montrer sur le slide suivant ce qu'on imagine pour le futur. Donc, cette architecture de pilotage en 3 couches, on voit qu'on rajoute une couche. On garde une couche qu'on appelle Protect, avec les protections qui sont dans le poste, qui assurent les fonctions de protection des biens et des personnes, avec une vision locale et une vision très proche du temps réel. On introduit une couche qu'on appelle contrôle, avec des contrôles de zone, et donc une nouvelle maille qui va être la zone, c'est-à-dire un ensemble de postes cohérents d'un point de vue électrique, donc de 2 à 50 postes, ça peut dépendre des zones, où on va mettre des automatismes plutôt en boucle fermée, avec des algorithmes un petit peu plus compliqués, et qui vont avoir une fonction de pilotage automatique. Donc là, on est plutôt sur des grandeurs de temps d'action qui sont la seconde, voire la minute, et avec une couche centrale qui est, donc là on parle bien de couche fonctionnelle, hein, une couche dite Optimize, qui elle va avoir la vision France plus frontière, et qui va également avoir l'historique et les prévisions, donc une capacité de se projeter à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc cette nouvelle architecture, on la propose pour pouvoir justement gagner en agilité dans le nouveau contexte avec une forte pénétration ENR. Et un petit parallèle avec l'automobile qu'on peut faire, c'est que la couche Optimize, on est sur quelque chose qui peut rappeler Waze. Donc, on prépare son itinéraire, on regarde quelle va être la meilleure trajectoire, et on est en appui, c'est vraiment quelque chose qui est en appui de l'opérateur. La couche contrôle, là, on est dans les régulations, donc on peut rapprocher ça du régulateur de vitesse, de l'anti-collision, ou alors du contrôleur automatique de trajectoire. Et enfin, la couche Protect, là, c'est le dernier recours, donc c'est l'airbag. Ça, c'est une petite analogie qui permet de comprendre ce découpage. Et là, dans le cadre de l'Edge Computing, je vais vous parler du projet nouveau automate de zone adaptatif qui fait partie des contrôles de zone qu'on va mettre en place. Alors, sur ce slide, donc, on voit un petit peu ce que c'est que les nouveaux automates de zone. Leur finalité, c'est de gérer les congestions sur les lignes RTE dans les zones où il y a un fort développement de production ENR. Donc, éviter de dépasser les limites en courant sur les lignes qui seraient induites par des coups de vent à des endroits où il y a beaucoup d'ENR qui est raccordé. Pour faire ça, on va utiliser tous les leviers, toutes les flexibilités qu'on a à disposition, donc des batteries quand on en a, l'écrêtement de la production éolienne, l'écrêtement de la production photovoltaïque et également l'ouverture de disjoncteurs pour découpler certaines poches du réseau. Alors ça, on va le faire avec les flexibilités qui sont sur le réseau RTE, mais surtout avec les flexibilités de production qui sont sur les réseaux HTA, donc les réseaux des distributeurs. Et donc c'est un projet qui induit une très forte coordination et une coopération avec l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution. L'instrumentation, on utilise les données qui sont déjà existantes, donc les capteurs sur le réseau RTE qui sont aux extrémités des lignes dans les postes. On récupère les informations de tension, puissance active, puissance réactive. On utilise un algorithme qui va gérer l'ensemble de la zone, qui va faire de l'optimisation avec un algorithme de type modèle prédictif contrôle, donc avec un horizon de temps. Et grâce à ces automates, on espère faire des gains sur les investissements réseau, donc à hauteur d'environ 7 milliards sur les 37 milliards prévus d'ici 2035. Nous avons à l'heure actuelle un automate NASA qui tourne dans la région ouest. On en aura normalement 2 à la fin de l'année et on imagine en avoir à peu près 200 en 2035, ce qui fait que ça va devenir un élément essentiel du pilotage du réseau pour RTE. Alors, on va voir le lien maintenant avec les technologies Edge Computing. Eh bien,
Pour mettre en place ces automates, on souhaite de plus en plus s'appuyer sur tout ce qui est technologie Edge et Edge to Cloud, afin d'avoir une infrastructure qui peut s'adapter. Donc, même, on parle d'architecture auto-adaptative. Pour ça, on s'appuie, comme on le disait Philippe et Jacques avant, sur la virtualisation de toutes ces fonctions. Donc, notamment, nous, la virtualisation du contrôle commande dans les postes, avec des technologies de containerisation du type Docker. Et le fait de pouvoir avoir un continuum de gestion entre ce qu'on déploie dans les data centers et ce qu'on déploie dans les postes. Donc, le poste électrique étant ici le edge. Ça doit permettre de gagner en agilité. Donc en agilité, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déployer plus facilement des nouvelles fonctions dans les postes, et en résilience, parce qu'en ayant la capacité de faire tourner ces automates soit dans notre data center dans nos data centers centralisés, soit dans les postes électriques, on va pouvoir déplacer les fonctions de manière automatique entre le cloud, l'edge et les différents edges, puisqu'il y a plusieurs postes électriques, suivant le contexte. C'est-à-dire, par exemple, le contexte, ça peut être l'état des infrastructures électriques. Si on perd des liens de communication, on va déplacer la fonction pour être à un endroit où on aura le maximum d'informations. Et si on perd des serveurs, forcément, on aura une redondance naturelle. Mais également, on peut s'adapter au contexte du réseau électrique, c'est-à-dire que si on voit une tempête arriver, on peut avoir envie de mettre des fonctions de pilotage dans les postes pour parer à d'éventuelles pertes de communication, par exemple, en perdant les fibres optiques qui sont sur nos lignes. Voilà. Donc ça, ce sont des concepts qu'on veut mettre en œuvre sur le cas d'usage NASA et qu'on a commencé à étudier dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Cyber Physical System for Europe, avec dans lequel on collabore notamment avec l'INRIA. Voilà, j'ai terminé le cas d'usage RTE. Merci. On t'entend pas, Michel. Ça y est, tu m'entends là? Ou non? Oui, je t'entends. D'accord, bah parfait. On gère la techno là comme à la volée. Donc merci Guillaume. Donc comme tu l'as dit, c'est un cas d'usage, un vrai cas d'usage, puisque en gros les 7 milliards que tu as mentionnés, ils sont inscrits dans le dur, dans notre schéma décennal de développement de réseau qu'on a publié en 2019. Donc c'est ce qu'on appelle une démarche de développement optimal du réseau, c'est-à-dire mettre en œuvre toutes les technologies numériques disponibles pour faire en sorte de ne pas surdimensionner notre réseau, ce qui doit être économe à la fois en euros pour la société et aussi en ressources, puisqu'on sait qu'on va avoir quand même un certain nombre de soucis à l'avenir en approvisionnement, que ce soit en cuivre ou autres matériaux pour nos pylônes. Et ça commence déjà. Donc, tu as mentionné les points positifs. Je pense qu'on pourra revenir peut-être au cours de la discussion sur les risques éventuels que peuvent procurer ces dispositifs, notamment en termes de sécurité ou autres. Sans plus attendre, alors, par rapport à une question d'un des participants, effectivement, on prend toutes les questions à la fin. Je pense que c'est le format le plus adapté, ce qui nous permettra éventuellement de regrouper un certain nombre de demandes. Donc, on va enchaîner tout de suite avec Stéphanie Delaunay, qui est du pôle données de la DSI d'Enedis et qui va nous donner une autre perspective d'application de ce edge computing. Stéphanie. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, je suis très heureuse de partager ces cas d'usage sur l'EDGE. Comme ça a été dit précédemment par les intervenants, Enedis est au cœur de ce grid Edge, avec l'ensemble du périmètre d'Enedis qui est très étendu sur toute la France. Donc, pour rappel et pour préciser quelques chiffres, Stéphanie, on t'a perdu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut dire si c'est nous à Paris ou. Non, moi, je l'ai perdu également. Tout le monde attend.
Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, ça y est, Stéphanie, c'était Un plantage de Teams, ça arrive. exceptionnel. Mais on te laisse la main. Merci. Je ne sais pas si vous avez entendu le début. Donc, je disais qu'Enedis est au cœur du Grid Edge au final, puisque on a alors quelques chiffres. Je ne vois plus les slides du coup. Tu les connais par Ça cœur vous partage bien. Si ça partage pour vous, mais je les ai sur mon PC, c'est pas très grave. Donc, Enedis, c'est le distributeur d'électricité sur 95% du territoire France métropolitaine, hein, c'est en dehors des villes. Plus de 38 000 salariés, 37 millions de clients, 25 directions régionales et 800 implantations sur le territoire. C'est premièrement, bien sûr, un opérateur de réseau, Enedis, avec 2300 postes sources co-gérés avec RTE, 800 000 postes de transformation et 1,4 million de kilomètres de réseau. Et puis, bien sûr, on en a parlé avant, hein, il y a la numérisation, la digitalisation de tout notre réseau avec Linky, entre autres, hein, qui est un des éléments fondateurs, mais également toutes les chaînes communicantes qui permettent de collecter et de s'interfacer avec ces compteurs. On a déployé 35 millions de compteurs communicants, les Linky qui sont très connus, mais on a fait la même chose aussi pour le marché d'affaires. Et nous avons aussi une chaîne communicante pour les IoT. Tout ça complète la chaîne communicante historique, on va dire, qui est le contrôle-commande, hein, qui existait depuis longtemps. Donc, nous avons maintenant des moyens techniques existants avec nos chaînes communicantes qui sont reliées à un système central qui permettent de s'interfacer avec beaucoup d'équipements dans toute la France. Donc, c'est ça un peu le Edge chez nous, le Grid Edge. Alors, pour illustrer un petit peu le Grid Edge chez nous, j'ai choisi 2 cas d'usage. Le premier, c'est un cas d'usage d'Edge AI pour faciliter l'intervention sur le terrain. Le cas d'usage DataPost, qui est assez public, hein, il a déjà été présenté plusieurs fois. Alors, DataPost, ça permet de capter, en fait, c'est une app hein, qui capte les informations lors des interventions des techniciens sur les postes de transformation moyenne basse tension. Nous avons intégré dans cette app un moyen de détecter, grâce à un algorithme de deep learning, la nature des équipements, c'est-à-dire que le technicien prend une photo d'un équipement et le traitement reconnaît à la fois le type de l'équipement, la marque et envoie les informations à notre système central pour référencer notre patrimoine. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très apprécié. On a 12 000 utilisateurs, on a déjà collecté 2 millions de photos de postes de transformation, donc un cas d'usage quand même assez utilisé. Donc l'idée là, c'était de dire aujourd'hui ce cas d'usage fonctionne un peu en centrale, avec l'algorithme qui tourne en data center. Le technicien prend la photo part en data center, l'algorithme tourne et le résultat est renvoyé. Donc évidemment, on peut avoir des problèmes de latence, on peut avoir aussi des problèmes lorsque le technicien est dans une zone qui n'est pas couverte par un réseau téléphonique, puisqu'on parle de toute la France, donc il y a encore des zones blanches. Donc là, l'idée, c'est de faire de l'Edge AI, d'embarquer l'algorithme directement dans l'app installé sur le smartphone. Pour faire ça, nous avons dû réduire considérablement la taille du traitement pour qu'il tienne sur le smartphone et puisse tourner sur un smartphone, tout en maintenant le très haut niveau de performance qui est de l'ordre de 97 à 99% en fonction des équipements. L'apport de l'Edge, donc je l'ai dit, hein, éviter les latences, permettre de travailler dans toutes les zones pour tous nos postes de transformation. Et puis là, maintenant, on est en train de le déployer en fait hein, sur les smartphones. Donc ça pose bien sûr la problématique, et ça a été évoqué à un moment donné, du cycle de vie de cet algorithme et du déploiement lorsque l'on veut le modifier. Voilà, sur la deuxième illustration, c'est un traitement intégré dans notre système Linky. Donc, on a le système Linky, c'est des compteurs, bien sûr, mais c'est aussi des concentrateurs qui sont installés dans les postes de transformation moyenne basse tension, les postes SABT, et qui sont reliés via réseau d'un opérateur téléphonique vers un système central. Donc, les concentrateurs ont une fonction native de supervision du réseau basse tension, c'est-à-dire qu'ils vont en rotation et ils vont contacter chaque compteur géré par ce concentrateur pour vérifier que le compteur répond bien. C'est une sorte de ping, en fait, de mini-ping, puisque la communication se fait par courant porteur en ligne, donc c'est un ping CPL. Et le compteur dit « oui, je suis bien là, je suis toujours connecté ».
En faisant cette ronde, ça nous permet de détecter des coupures localisées sur une partie du réseau. Donc, si on perd un compteur, ça ne nous intéresse pas particulièrement, ça peut être un problème de communication CPL, mais si on perd une partie de la grappe de compteur qui est derrière un concentrateur, on peut soupçonner une coupure électrique, et c'est là où cet algorithme est intéressant, puisque lorsqu'il détecte une coupure d'un grand nombre de compteurs, selon des seuils qui sont prédéfinis, il va remonter une alerte en centrale pour que nos équipes soient informées et puissent intervenir. Donc ça, c'est de la digitalisation d'une forme de grid edge pour faire de la supervision BT. Avant, nous attendions que le client nous contacte pour nous dire qu'il avait plus de courant. Voilà, donc c'est des sujets, on fait déjà du grid edge, c'est un petit peu comme le précédent intervenant, on fait du grid edge sans le savoir, parce que c'est un mécanisme qui a été mis en place il y a quand même très longtemps. Et c'est un sujet intéressant sur les aspects cybersécurité. Là, ce qu'on voit, c'est forcément, si on déploie du grid edge comme ça à des mailles très, très locales, on va avoir des équipements dans des zones qui ne sont pas sécurisées. Physiquement, je parle. Les data centers sont très sécurisés, mais là, on va avoir des concentrateurs dans des postes de transformation que l'on trouve dans la rue et qui peuvent être forcés relativement facilement. Il n'y a pas de supervision humaine de ces postes. Donc, ça nécessite d'avoir des mécanismes de cybersécurité très poussés. Et c'est ce qui a été mis en place dans les concentrateurs Linky, avec l'intégration d'un module de sécurité qui peut détecter une attaque, donc une tentative d'intrusion, par exemple, une cyberattaque, prévenir la supervision Linky en disant « attention, je suis attaqué », et après, il bloque complètement le concentrateur. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des intrusions et des actions sur les compteurs en partant des concentrateurs. Voilà les cas d'usage que je souhaitais présenter en perspective, mais ça va reboucler avec ce qui a été dit précédemment. Ce sont les apports technologiques du grid edge et de l'edge computing même et de l'edge AI sont très importants pour une entreprise telle qu'Enedis. Ça permet de faciliter la supervision BT, d'avoir des temps de latence réduits dans certaines actions, de réduire des coûts aussi liés à la bande passante, parce qu'on remonte moins d'informations. Et puis, ça va nous permettre de développer de nouveaux usages. Ça a été dit, il y a de plus en plus de production locale. Il y a de plus en plus aussi d'usages électriques. Donc, on va avoir des tensions sur le réseau électrique prochainement. Et donc, il va falloir mettre en place des mécanismes de flexibilité pour pouvoir gérer et réguler l'offre et la demande. Donc, que ce soit en microgrid, avec des équipements qui pourraient se parler entre eux et s'autogérer à des mailles prédéfinies, ou même avec des autonomies de traitement à des mailles un peu plus grandes pour permettre la résilience du réseau et éviter des coupures en fait sur des coupures électriques sur le réseau. Voilà pour ma partie. Merci Stéphanie. C'était intéressant parce qu'on a vu d'autres champs d'application que ceux qui avaient été évoqués par Jacques et Guillaume. Jacques et Guillaume étaient très dans le fonctionnement du système électrique en temps réel. Donc Jacques a évoqué les problématiques de maîtrise de la tension en bout de ligne du réseau de distribution, phénomène nouveau dû à la présence de production, et comment la réguler en temps réel en jouant sur différents leviers comme les régleurs en charge ou autres. Et Guillaume, lui, était plutôt sur l'aspect traitement des congestions. Et je me souviens plus s'il l'a dit, mais bon, on est quand même sur des boucles d'action qui sont très rapides, puisqu'on se doit d'agir assez vite dans la mesure où on constate qu'en entrée, on a des surcharges sur certaines de nos lignes par rapport à des coups de vent ou du soleil. Et là, donc, ce que tu as présenté, c'est d'autres champs d'application, notamment sur les équipes de maintenance, j'imagine, qui vont intervenir sur les différents actifs et qui, nativement, avec les dispositifs dont ils disposeront, iPhone ou iPad, pourront faire sur place sans avoir à faire appel à des centres de données particuliers, à avoir un premier diagnostic avec toute l'intelligence qu'il peut y avoir déjà sur leurs outils, en plus du concentrateur qui est effectivement un phénomène nouveau et qui a souvent été mis en avant sur Linky. C'était la plus grande facilité à détecter des coupures sur certaines zones du réseau de distribution. Donc, maintenant, on va passer la main à notre dernier intervenant, qui est Clément Paris, qui est chef de projet à EDF R&D. À toi, Clément. Merci, Michel, et bonjour à tous.
Moi, le message que je vais essayer de vous faire passer, c'est pourquoi est-ce que EDF s'intéresse au edge computing et en quoi cette nouvelle approche va représenter un véritable défi industriel pour nous. Alors pour compléter un peu là, les précédents discours, hein, nous ce qu'on constate c'est qu'on a une décentralisation naturelle des fonctions suite à voilà, la décentralisation des moyens de production et de consommation, mais aussi alors face voilà, à l'augmentation des événements climatiques extrêmes et puis aussi à des nouveaux services qui vont être davantage demandés par les acteurs, donc par le gestionnaire de réseau de transport en termes de flexibilité, mais aussi par le client qui va avoir des demandes de plus en plus fortes pour accepter un peu cette transition énergétique. Et enfin, derrière le edge computing, on a également alors un enjeu pas uniquement de décentralisation de traitement de données, mais aussi d'une certaine intelligence. Ce qu'on constate, c'est que voilà, nos fonctions qui arrivent sur le réseau sont de plus en plus évolutives, hein, avec des cycles de vie de plus en plus courts et des caractéristiques pour leurs données d'entrée et de sortie qui sont aussi également évolutives. Donc là, je pense vraiment à la qualité de ces données, à la latence, au volume de ces données, à la sécurité, et puis aussi à la confiance qu'on accorde voilà, à ces données, puis à la confidentialité. Donc il y a derrière aussi le edge computing une notion d'adaptabilité qu'on va pouvoir utiliser pour à chaque fois justement arriver à réaliser à nos différents cas d'usage. Et donc de notre point de vue, alors pour le grid edge, donc dans le slide précédent, l'avantage, ça va être justement de gagner en résilience et de fiabiliser les systèmes de contrôle commande-conduite. Évidemment, on va pouvoir maximiser l'analyse de données et l'exploitation qui va être importante justement face aux incertitudes de l'évolution du contexte énergétique par rapport en respectant leurs caractéristiques, par exemple, de confidentialité ou de niveau de confiance. Et puis derrière, il y a un enjeu de stabilité. Donc on voit qu'on a beaucoup de fonctions, on a beaucoup de données, on va essayer d'organiser ça en strates avec des objectifs fonctionnels, avec des niveaux de confiance différents, par exemple pour la cybersécurité, des niveaux de confidentialité, et on va faire des choses différentes dans chacune de ces strates. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le panorama des cas d'usage considérés par EDF R&D. Donc voilà, comme l'ensemble de mes collègues, on est intéressé par le edge computing pour développer un peu des gisements de flexibilité. On voit que ça va être un facilitateur, notamment au niveau local, pour arriver à développer justement des estimateurs d'état au niveau BT qui vont envoyer des ordres aux différents clients finaux pour mobiliser des flexibilités, pour identifier aussi les flexibilités qui sont disponibles. On a un deuxième enjeu autour du data analytics. Donc on voit que le edge computing va permettre de préserver la confidentialité de certaines données pour le client final, va permettre de traiter des enjeux de volume, hein, par exemple pour des cas d'usage sur la qualité de l'électricité qui sont importants. Et aussi, alors, ce data analytics, il doit être fait voilà, en lien avec une politique de cybersécurité et en fonction de la confiance qu'on accorde aux données, on ne fera pas la même chose. On ne fera pas les mêmes traitements à différentes mailles de notre système voilà, de notre système électrique. Donc, enfin, on voit aussi que ce edge computing peut être une opportunité pour le développement de l'IA et le développement de différents modèles de charge et de production qui seront utilisés pour conduire le réseau. On voit aussi alors qu'on commence à avoir une intelligence qui se décentralise avec des fonctions de contrôle-commande de plus en plus intelligentes. Donc là, je citerai par exemple la téléprotection des couplages, qui est un cas d'usage sur lequel voilà, on travaille avec des technologies de edge computing. Voilà, alors un autre enjeu, c'est cette cohérence entre le cloud, donc l'intelligence qui va, voilà, par exemple, conduire le réseau à un niveau centralisé au niveau des ACR, et ce qui va se passer au edge. Voilà, en ce moment, on travaille justement sur des cas d'usage qui vont définir des programmes avec des plages de tension, des plages de puissance à différents niveaux du réseau, avec des moyens d'action, donc des leviers de flexibilité pour respecter ces différents programmes. Donc ça peut être une réponse justement de cohérence entre ce qui va se passer au niveau du edge en termes voilà, de conduite de réseau et ce qui se passera de façon plus centralisée et donc avec une maille un peu plus et une supervision un peu plus globale.
Donc enfin, voilà, il y a le dernier aspect, c'est les aspects de résilience et de cybersécurité qui sont considérés notamment avec des fonctions de délestage intelligent et d'îlotage qui vont pouvoir aussi bénéficier de ces technologies-là. Donc, alors, le edge computing, c'est une opportunité, mais c'est aussi un véritable défi industriel pour nous. Donc, on voit qu'on a besoin d'adaptabilité, de dynamicité de nos différents supports logiciels. Et ça se traduit en objectif assez concret, un objectif d'arriver à séparer le software du hardware de façon à ce qu'on ait une certaine indépendance de cycle de vie du software et du hardware. On a un enjeu également de capacité à traiter de façon locale un ensemble de données qui sont hétérogènes et qui appartiennent aussi à différentes parties prenantes. Donc ça, c'est aussi une grande question. On a besoin d'automatiser le déploiement d'applications en périphérie du réseau. Et enfin, on sait que si on a un volume important de données et un volume important de fonctions, on va devoir faciliter la composabilité logicielle pour arriver à réaliser nos différents cas d'usage. Et donc, pour nous, le edge computing se traduit par des travaux sur un ensemble de technologies, donc la virtualisation, l'intelligence artificielle et la data science, des nouveaux systèmes de déploiement d'applications qui vont respecter un peu différents secteurs industriels qui n'ont pas les mêmes façons justement de déployer ou de configurer différentes fonctions. Et enfin, des approches microservices et un travail sur les standards de données pour permettre maximiser justement l'exploitation de données, notamment au niveau du edge. Et alors donc, ce travail, évidemment, on le voit dans une perspective un peu collaborative. Et donc, dans le slide suivant, c'est un des objectifs. Voilà, on a un ensemble d'objectifs qu'on pense relever avec l'ensemble des acteurs industriels du secteur. Donc voilà, arriver à certifier ces technologies du edge computing pour les systèmes électriques. Ça, c'est un véritable enjeu. On a besoin de savoir quelles fonctions vont pouvoir bénéficier de ces technologies-là. On a besoin d'arriver à standardiser un ensemble de données et les interactions entre ces différents systèmes d'information. Et il y a un ensemble de co-développement et de construction de ces services et des systèmes d'information permettant de déployer ces applications qu'on doit également mener. Et enfin, pour conclure, le edge computing, c'est alors évidemment un ensemble de technologies qui permet de décentraliser le traitement, mais c'est aussi voilà, des nouvelles approches business qui vont permettre de faciliter justement l'exploitation de données. Et donc là, j'en ai voilà, cité deux. Alors, le data as a service, où on peut imaginer voilà, des mises à disposition à un niveau local de données pour les différentes parties prenantes. Et voilà, du grid services aussi à un niveau local, où des ressources comme des véhicules électriques seront connectés et pourront proposer leurs capacités pour réaliser différents cas d'usage pour le gestionnaire de réseau de distribution ou pour le gestionnaire de réseau de transport. Voilà, merci. Merci Clément donc, de nous rappeler là aussi l'activité que vous pouvez porter au sein de la direction R&D d'EDF pour les postes électriques. Alors j'imagine la métropole, mais aussi les systèmes insulaires, puisque on a encore gardé ces systèmes intégrés au sein des îles, et donc vous avez tous ces enjeux à affronter. De rappeler aussi, ça m'a fait penser quand tu as parlé de l'intelligence artificielle et des traitements de données. Guillaume rappelait qu'on en faisait peut-être depuis longtemps, et que quand on dit traitement de données, ça peut être plus ou moins intelligent. Ça peut être une consolidation via la somme de 3 données, comme ça peut être des algorithmes très puissants. Donc il y a toute la panoplie des traitements qui peuvent être faits. Et donc à travers les exemples qu'on a pu voir, là on voit que ça peut être très vaste. Il y a un terme que j'aime bien, que tu as pris, que je reprends souvent, c'est la décentralisation de l'intelligence, que je trouve que c'est très parlant. Moi je l'emploie souvent pour donner un peu une image du grid edge, décentralisation de l'intelligence, notamment dans les postes électriques. Et généralement, c'est un bon écho, notamment si vous intervenez en région, n'hésitez pas à parler de ça. Décentralisation de l'intelligence, quand vous venez de Paris, ça a beaucoup de succès dans l'auditoire généralement. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. L'idée que l'intelligence ne remonte pas forcément, nous, à RTE, dans les dispatchings à Saint-Denis, mais peut se passer dans les départements, c'est toujours un plus. Voilà, donc on a fait le tour des 5 interventions. Je propose de passer, on est dans les temps là, sur la partie questions-réponses. Et en reprenant dans l'ordre, quelqu'un avait lavé la main, mais je ne sais pas s'il l'a gardé levé. Ou si, voilà, il l'a relevé. Damien, donc je vous laisse vous présenter puis de poser la question.
Bonjour, donc Damien Fraisier, je suis responsable de projet en lien comptage communicant pour Greenalp, qui est une ELD sur Grenoble, donc distributeur. Et la question que j'avais, c'était par rapport aux personnes, la présentation d'Atos et d'Enedis en particulier, parce qu'effectivement, sur les cas d'usage, on parle beaucoup du concentrateur Linky. Et il y avait une idée au départ qui était d'avoir un concentrateur qui fasse aussi ce qu'on appelait KPA, donc avec un poste asservi. Et cette idée-là avait été abandonnée il y a quelques années parce qu'effectivement, ça posait des problèmes d'intégration, de modification du LU dans le concentrateur. On n'a pas, enfin, la contrainte en tout cas n'a pas été évoquée dans les différentes présentations. Donc je me demandais si cette contrainte-là n'existait plus. Et comment en fait le concentrateur, si on parlait bien du concentrateur Linky qui évoluait d'un point de vue logiciel, mais je crois que il y aurait des impacts aussi hardware, et comment ça a été réglé, ou si on parle d'un boîtier type concentrateur poste asservi qui serait à côté du concentrateur Linky et qui échangerait des infos avec le concentrateur Linky. Jacques, Stéphanie? Bon, moi, je peux donner un élément de réponse sur la première partie. Donc, dans le cadre du projet SMAP, c'était le concentrateur Linky qui était utilisé avec un LU modifié et donc sur lequel on avait rajouté des fonctions. Donc ça, opération réalisée par WorldGrid. Sachant que à l'origine de Linky, si vous vous souvenez, il y a eu une petite expérimentation avec 300 000 compteurs. Et WorldGrid était en charge de l'ensemble du projet, y compris la fourniture des compteurs, des concentrateurs, le développement du logiciel intégré au concentrateur, y compris celui des compteurs aussi, enfin toute la chaîne. Donc ça nous permettait d'avoir une bonne connaissance et de faire cette opération. Maintenant, l'évolution depuis, je ne sais pas. Parce que la question qui se posait à l'époque, alors dans une autre expérimentation, mais il y avait Atos et Enedis aussi, qui était Greenlist entre Lyon et Grenoble, c'était évident qu'il y avait un croisement des fonctionnalités et qu'effectivement le concentrateur Linky avait des fonctionnalités et donc là, la mise à jour de ça potentiellement peut gêner la fonction première, on va dire, du système Linky. Et donc, bon, après, du coup, je crois que la personne d'Enedis allait prendre la parole, donc je suis désolé de vous avoir coupé. Vous alliez peut-être. Oui, après, le concentrateur Linky a effectivement un logiciel embarqué, un firmware et un logiciel embarqué, donc qui s'appelle le LU, pour logiciel unique, puisqu'il est le même, quel que soit le constructeur du concentrateur. Mais il est évolutif, mais dans certaines limites, effectivement. Un concentrateur est quand même limité en puissance et en stockage de données. Donc, on peut modifier les fonctionnalités et ajouter des fonctionnalités dans le logiciel embarqué des concentrateurs dans certaines limites. Voilà. Donc après, il évolue. Oui, il a encore évolué. On a sorti le LU 2.0. Ça évolue tout le temps. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que là, les cas d'usage que vous avez présentés se font dans les limites que vous évoquez. C'est-à-dire qu'après, à un moment, le pilotage d'onduleurs ou d'autres choses, enfin, il y a aussi une mutualisation de la chaîne de com, amont, donc sur la partie carte SIM. Donc, il y a en termes de priorité ou d'intégration logicielle, enfin, logiciel au-dessus, je parle, ça peut poser question. Non, sur cette partie-là, pour le moment, ça ne pose pas de souci de votre côté. Non, ce n'est pas forcément le lien entre le système central et les concentrateurs, c'est vraiment la puissance interne du concentrateur et après le lien, parce que nous sommes en courant porteur en ligne, donc avec les débits du courant porteur en ligne, donc c'est plutôt ces aspects-là qui sont à maîtriser et optimiser. Ok, il n'y a pas de concurrence d'applicatifs au sein du concentrateur, quoi. Après, il y a une priorisation des traitements qui est effectuée au sein du logiciel unique, justement. Donc après, on peut ajouter certaines fonctionnalités avec une certaine priorité. Par exemple, les ordres envoyés au compteur seront toujours prioritaires parce qu'il faut programmer les compteurs ou, je sais pas, faire changer de contrat ou des choses comme ça. Ça va passer avant, par exemple, une collecte d'informations qui pourra passer encore avant la collecte d'informations sur des détecteurs de défauts que l'on branche au concentrateur. C'est pas forcément les postes asservis, mais c'est des détecteurs de défauts qui communiquent via le concentrateur jusqu'au système central. Donc, ça peut être des capteurs de tension, des capteurs de température, des capteurs de ce qu'on veut.
pas si ça répond complètement à la question, mais... Ça en soulève d'autres, mais je vais passer mon tour. C'est très bien, on pourrait y revenir. Éventuellement, donc, Pierre Mallet, je suis connecté, donc moi je suis directeur R&D d'Enedis. Je peux compléter un tout petit peu, parce que effectivement, ce que disait Stéphanie est complètement exact, mais on poursuit plusieurs voies, c'est-à-dire qu'il y a une voie, c'est d'utiliser au maximum l'infrastructure existante et concentrateur existant de Linky, et en parallèle, pour un petit nombre de postes à fort enjeu, on installera un deuxième cerveau, je dirais, hein, en plus du concentrateur, pour pouvoir avoir des fonctionnalités complémentaires, notamment quand on aura besoin de temps d'accès réduit, d'une garantie absolue que la com a été établie, pas mal de vitesse, quoi. Notamment, on n'utilise pas l'infrastructure Linky pour activer des interrupteurs, nos OMT, hein, nos organes de manœuvre télécommandés. Ça passe pas par Linky. Et donc, quand on a besoin d'envoyer des ordres d'ouverture ou de fermeture d'interrupteurs en réseau, ben là, on utilise une autre voie de com et d'autres dispositifs. Et donc, on a en parallèle cette voie qui consiste à utiliser au mieux l'infrastructure Linky. Et en parallèle, pour une petite minorité de postes, on mettra des équipements et de l'intelligence complémentaire, quoi. Et effectivement, on a aussi une chaîne communicante parallèle pure IoT, hein, mais on a plusieurs chaînes communicantes. Oui. Voilà. Oui, on a en plus, pour les endroits où il n'y a pas de compteur Linky, on a une chaîne communicante bon marché pour des ILD. Voilà. Très bien, merci. Merci Pierre du complément. Merci. Je reprends les questions dans l'ordre. Donc, une question de Marie-Cécile Alvarez, là, et je pense que c'est pour toi, Guillaume. Comment les interactions entre GRD et GRT seront réalisées dans le cadre des NASA pour mobiliser les flexibilités HTA? Alors, en fait, le principe, c'est que pour mobiliser les flexibilités HTA, on passe à chaque fois par le GRD. Donc, les premières expérimentations, on a fait ça de manière très simple en utilisant les borniers entre RTE et le distributeur dans les postes sources. Donc, un découplage parfait, on va dire. Et pour la suite, pour avoir plus de flexibilité, on va utiliser les liens numériques qui existent déjà entre RTE, le système de téléconduite de RTE et les systèmes de téléconduite des distributeurs pour transmettre ces ordres directement. Le système SAS? Bon, en fait, le lien est également utilisé par le système SAS, mais c'est un lien commun, un lien numérique RTE distributeur. Ok. Marie-Cécile, si tu as un complément de question ou non? On va dire que non. Une question suivante, c'est peut-être pour toi, Stéphanie. À quelle fréquence ce ping, le ping que tu as mentionné là pour tes compteurs, à quelle fréquence est-il envoyé? Mais en fait, ça dépend. Ça ne répond pas à la question, mais il n'y a pas une fréquence prédéfinie puisque c'est une tâche de fond du concentrateur. Ça rejoint un peu ce qu'on évoquait auparavant. Et donc, ça va dépendre du nombre de compteurs qu'il y a derrière le concentrateur et également des autres actions que le concentrateur doit faire. Donc, quand il a un peu de temps, il fait le tour. Et il n'y a pas, comme le courant porteur en ligne, il faut passer un ordre à la fois. C'est une question de priorité et surtout de nombre de compteurs derrière le concentrateur. D'accord. Ça répond à la question, c'est bon? Donc, il n'y a pas de fréquence. C'est dire ça. C'est souple. C'est à la demande. Oui. Alors, complément, elle se fait plusieurs fois par jour. Oui, c'est fait plusieurs fois par jour, oui. Le but, c'est que ça tourne dès qu'il a le temps, dès qu'il est disponible, le concentrateur, il tourne sur tous ses compteurs, oui. D'accord, très bien. J'ai bien noté la question de Philippe Desbas là, sur les compétences requises. Je propose de la garder vraiment pour la fin, parce que ça sera aussi un moyen de faire un appel à compétences autour des besoins qui sont requis pour développer complètement ces solutions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, là maintenant, moi j'en avais une. N'hésitez pas à vous manifester. Sur
système donc dans la boucle locale. Est-ce qu'il y a une notion de compteur sentinelle pour simplifier l'interrogation de la chaîne communicante et identifier les pertes de communication? Compteur sentinelle? Non, je vois pas. C'est les C'est-à-dire? compteurs qu'on identifierait comme étant relativement bien placés, avec lesquels on communique Ah, plus souvent, et s'il y en a un qui répond pas, on lance une découverte plus large sur le long de la ligne pour isoler en fait a priori un défaut. non, ça va pas jusque-là, parce que le concentrateur lui-même ne connaît pas la topographie, en fait. Mmh. Ça ne va pas jusque-là. D'accord. Et pour la topologie, effectivement, il n'y a pas de solution qui permette de faire une découverte de la topologie sur la base des données de comptage. Il y a des PME qui travaillent, enfin des startups qui Oui. travaillent ce type de concept, hein, notamment Et puis sur on le le fait, mais en centrale, en fait. On remonte toutes les informations et après on les traite en centrale. Elles Ok. sont pas, c'est pas la maille du concentrateur. Donc, la maille en centrale, on peut coller ça, on peut, d'ailleurs on le fait, hein. On regarde les communications réelles, en fait. Un compteur communique réellement avec tel concentrateur, donc avec tel poste HTABT, ça passe par les lignes électriques, hein, le courant porteur en ligne. Et donc on compare cette information-là avec l'information de notre système géographique. Et on détecte des erreurs, par exemple, de rattachement dans notre système théorique géographique. Ça nous permet de le mettre à jour. Ça, on le fait, mais on le fait en centrale. On le fait pas, le concentrateur ne le fait pas. Ok, une question de Nicolas Bianic. Enedis et RTE prévoient-ils d'utiliser des infra-edge computing non EDF? Alors, je peux peut-être élaborer autour de la question, Nicolas, si vous pouvez. Déjà, on peut dire que ce ne sont pas des infrastructures EDF, hein, donc C'est pour ça que je pense que me pose des questions, en fait. C'est pour ça que voilà. Donc là, la question, la réponse est nous n'en utilisons pas, et donc voilà. Dans le cadre de l'indépendance des gestionnaires de transport et de distribution, je pense qu'on peut avoir une réponse facile, simple et claire. C'est voilà. D'accord. S'il n'y a pas de complément côté Nicolas Bianic, je propose de passer à la question suivante sur le. Oui, si vous m'entendez ou pas? Oui, C'est oui. Nicolas. Oui, excusez-moi. Je vais reformuler ma question. Ce que j'ai compris des expérimentations, c'est que soit on mettait l'intelligence dans des postes HTABT, on pouvait en mettre en poste source, mais pour moi, ça reste de l'infra que je disais EDF. Alors le terme est peut-être mal choisi, mais je me posais la question, est-ce que dans vos prospectives, vous vous dites oui, demain peut-être que certains de mes logiciels tourneront sur des data centers souverains, mais qui ne seront pas nécessairement sur des lieux techniques, des postes techniques du groupe EDF. Voilà, on a des interventions, une intervention d'Atos. Moi, je travaille chez Orange. On a plusieurs fournisseurs de cloud en France qui pourront demain être souverains. Voilà, j'étais intéressé pour savoir si l'intelligence sera systématiquement mise dans des infrastructures hardware que vous maîtrisez, ou si au contraire vous vous dites ben non, demain je peux mettre ça dans des data centers un peu plus banalisés, en y ajoutant bien sûr la surcouche sécurité qui va bien parce que vous êtes au IV. Voilà, c'était ça le sens de ma question. C'est plus clair. Guillaume, tu as une. Oui, alors, je dirais qu'on le fait déjà, mais pas pour des applications qui sont liées à la conduite du réseau. Là, on reste systématiquement sur des infrastructures numériques privées. D'accord. Privées, donc RTE. Même réponse côté Enedis. Donc, on ne s'interdit pas effectivement d'avoir des petits data centers dans certains endroits en France. D'ailleurs, on en a déjà quelques-uns pour certains usages très particuliers. Et pour certains cas d'usage qui ne nécessitent pas de sécurisation très poussée, on pourrait effectivement le décentraliser pour limiter l'utilisation notamment de la bande passante. Donc, aujourd'hui, on a par exemple des orthophotos qui sont des photos très détaillées et très volumineuses, qui ont un petit peu de mal à passer par notre réseau.
Et là, on pourrait imaginer, et qui en même temps couvre un périmètre géographique très précis, et c'est les interlocuteurs locaux qui en ont besoin. Donc là, on pourrait imaginer de les stocker et de les traiter à des mailles plus régionales pour éviter de saturer les moyens de communication nationaux. Donc là, oui, ça, on l'envisage, on y réfléchit d'ailleurs. Décentraliser une partie des usages, mais pour des usages non vitaux. Le reste, comme pour RTE, on restera sur des équipements propres. Très bien, merci à tous les deux. Nouvelle question sur un point que j'avais mentionné au début, c'est Ramel Adala qui nous pose une deuxième. Je vais commencer par la première, sur la notion de coût-gain de passage au edge computing. Alors peut-être Clément, là qu'on n'a pas sollicité, est-ce que cette notion de l'analyse coût-bénéfice du passage au edge computing a été traitée dans le cadre de vos projets? Oui, elle est considérée en effet, notamment dans le cadre de stratégie industrielle. Alors, par rapport à cette réflexion sur la décentralisation de l'intelligence, et également par rapport à ces aspects de cycle de vie de fonctions et données, où on voit qu'on n'aura plus forcément la stratégie de palier, où on cherchera à amortir un équipement physique avec des fonctions dédiées sur 15 à 20 ans, quoi. Donc, en effet, c'est considéré. Ça dépend alors de deux choses, de la décentralisation de votre intelligence et de l'évolutivité que vous allez rechercher plus tard. Ok, merci. Des compléments pour les autres? Oui, peut-être. Il y a un point à prendre en compte peut-être dans cette équation, c'est que l'une des caractéristiques qu'on cherche à mettre en œuvre dans le cadre du edge computing, avec les approches edge to cloud notamment, c'est la capacité à piloter, surveiller, orchestrer l'équipement edge et le software, la couche software qui est dessus, depuis un point de déploiement central ou même plus proche d'ailleurs. Mais donc, ce qui veut dire la capacité à faire évoluer et à enrichir dans le temps, de façon native et structurelle, par construction, de tout ce qui se met sur une infrastructure edge type microservice Kubernetes. Ce qui veut dire que quand on achète un équipement qu'on va aller déposer dans des milliers, voire plus de postes, il y a une notion aussi de rester évolutif, une notion future ready, de façon à ce que l'équipement ne soit pas sous-dimensionné après 3 ans, hein. Donc il y a des fonctions qui seront déployées demain sur ces équipements qui n'existent pas aujourd'hui et qui sont éventuellement déjà dans la tête de certains ou dans des services R&D, mais qui ne sont pas du tout prêtes à être déployées. Par contre, les équipements doivent avoir une capacité à anticiper l'avenir. D'autres éléments? Juste, pardon, pour compléter ma question, donc Oui. vous confirmez qu'il y a en effet un risque de surdimensionnement avec ce nouveau paradigme de séparation de la plateforme hardware, software et de l'applicatif. On est obligé en quelque sorte d'avoir Non, cette... c'est pas ça, on ne va pas surdimensionner. C'est-à-dire que les hardware, on les prend par défaut, ils sont fit to cost. On a des hardware de toute petite taille, on peut déployer du edge avec de l'analytics sur un Raspberry Pi. Il ne faut pas croire qu'on a besoin d'un serveur qui va effectivement être surdimensionné. Donc, on dimensionne le hardware en fonction de l'usage qu'on veut en avoir. Mais en fait, quand on parle de hardware, et dans la multiplication des coûts, il faut repenser au paradigme de Linky. Le coût de déploiement de Linky, la moitié c'est du hardware, l'autre moitié c'est le coût d'envoyer des techniciens chez les gens pour installer le hard. Donc, en fait, si on prend un hardware qui est prévu pour durer 10 ans, 15 ans, voire plus, on prend en compte dans le dimensionnement fit to cost de ce hardware le fait qu'on va rajouter dans le futur des services qu'on ne connaît pas nécessairement aujourd'hui. D'accord.
Merci. Donc, j'avais un point là, on a parlé beaucoup on a parlé du point de la cybersécurité qui est souvent mis en avant, un peu comme la résilience, comme facteur clé de ces technologies. Avec le débat, est-ce que le Grid Edge est plutôt positif en termes de cybersécurité ou négatif? On a mentionné le fait que les données étant traitées localement, il y avait moins d'échanges de données, donc moins de risques d'être piratées en cours de route, on va dire, mais avec des points d'entrée qui peuvent se multiplier et qui peuvent être source de risques d'intrusion. Je ne parle pas de privacy au sens des données, mais plutôt d'intrusion dans le système électrique, voire prise de contrôle d'un certain nombre d'équipements. Quel est votre avis, Guillaume, Stéphanie, Clément? Oui, moi je pense à un point majeur, hein. C'était un des sujets phares du déploiement du comptage communicant Linky notamment. Et la réponse, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'on a designé des concentrateurs qui ne sont pas très gros, hein. Je reviens à la question d'avant, effectivement, on est obligé d'avoir des équipements très très puissants. Les concentrateurs sont à puissance limitée et ils contiennent en plus un module de sécurité physique qui permet de sécuriser cet équipement-là et de détecter des intrusions. C'est vrai que c'est un point de fond. En plus de ça, on met en place un système pour crypter les données bout en bout, pour que même si elles sont captées lors de leur transport, elles ne puissent pas être lues, elles ne peuvent pas être comprises. Donc c'est un enjeu très important et qui a mobilisé des investissements assez importants côté Linky. Merci. Guillaume? Oui, alors, du point de vue de la cyber, ce qui est intéressant avec ces techno-edge, c'est qu'on bascule de techno, je dirais, industrielles, un petit peu vieillissantes, qui ont peu de fonctionnalités natives de cybersécurité, à des technologies up-to-date et qui ont toutes les fonctionnalités d'authentification et de sécurité. Donc là, on a vraiment un gain de sécurité qu'on peut mettre en œuvre. On a également l'intérêt de pouvoir déployer des choses à distance, donc de patcher facilement, ce qui n'est pas le cas sur les contrôles commandes existants. Après, c'est vrai que les postes sont plus accessibles physiquement à l'intrusion physique qu'un data center très sécurisé. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce dernier point. Technologiquement, par rapport à la cybersécurité, la qualité de ce qui est déployé donc, dans le domaine Energy and Utility est réellement croissante, avec des niveaux de cyber qui commencent à être vraiment au top. Par contre, quand on déploie du edge partout, effectivement, c'est l'intrusion physique qui devient la question. Et on ne mesure pas, mais en fait, dans le fait de déployer des équipements de type edge, l'un des problèmes, c'est chaque fois qu'on va rattacher un nouvel équipement, c'est la découverte de cet équipement. Sur Linky, les gens connaissent parfaitement le problème. Le but, ça va être de limiter au minimum le nombre d'interventions et de personnes dans la chaîne quand un nouvel équipement va joindre un ensemble, un grid sécurisé en termes de communication. Et en fait, ça fait partie des problèmes au niveau. Quelqu'un posait la question sur la verrou technologique, qui sont dans l'optique d'un déploiement de masse encore à finaliser, à traiter. Il y a bien sûr des gens qui travaillent dessus, il y a des projets en cours, y compris chez Atos, etc. Mais ça n'est pas un problème à oublier. La mise à jour, le maintien de toute la chaîne depuis le moment où on commence à mettre un nouvel équipement, et le cycle de vie des équipements et des logiciels, c'est là qu'est la complexité. C'est pas le fait d'avoir une capacité à embarquer une logique de simple à ultra compliquée, même de faire du réentraînement dans le grid. Tout ça, on sait faire. On a les matériels, on sait quel matériel mettre à quel niveau. Ça, c'est pas le plus compliqué, en fait. Alors, côté EDF, on a un avis plus nuancé là, sur l'intérêt de cette solution côté cybersécurité. On pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages, ils ont été cités. Hein, c'est la capacité d'appliquer plus facilement une politique de cybersécurité, que ce soit en termes de patch, en termes de déploiement de Deep Packet Inspector, en termes de chiffrement.
Mais de l'autre côté, en fait, on va avoir une surface d'exposition à des attaques qui va être plus importante, puisque voilà, on parle dans le cadre de edge computing d'équipements qui vont être configurables en termes d'environnement d'exécution. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose côté cybersécurité. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera dans un nouveau monde en termes de cybersécurité avec ces objets-là. Et alors voilà, peut-être que les solutions aussi, les compromis peuvent être trouvés entre voilà, des équipements qui vont pouvoir être très très flexibles en termes de voilà, d'hébergement logiciel, et puis d'autres qui vont être physiques, qui vont pas être connectés forcément qui vont pas être forcément numériques, qui vont réaliser des fonctions très très simples. Voilà, ça peut être ce genre d'architecture aussi. Damien, vous souhaitez compléter? Oui, c'était plus du coup en lien avec le cycle de vie. Je reviens sur ma question des concentrateurs au départ. C'est vrai que dans le cycle de vie, à la fois logiciel et hardware, et plutôt hardware, parce qu'en fait le hardware aujourd'hui, en termes d'entrée-sortie, il est quand même assez limité sur les concentrateurs. La question, c'était est-ce que c'était déjà prévu côté Enedis de rentrer dans un cycle de vie de concentrateur qui ferait qu'effectivement, donc là, Enedis a un peu d'avance sur nous et le déploiement arrive à la fin, mais on va dire que d'ici 5-10 ans, sur un renouvellement de concentrateurs, d'aller sur des concentrateurs, on va dire V2, qui intègrent tout ce qui a été décrit ici ou pas? Les concentrateurs, non, c'est pas encore calé. On vient de finir le déploiement au 31 décembre 2021, donc c'est vraiment tout frais. Les déploiements, le système est déployé pour tenir quand même assez longtemps, parce que c'est quand même très coûteux. Donc non, on n'est pas encore dans cette optique-là. Parce qu'en fait, Après, la durée de vie des concentrateurs est plus faible que celle des compteurs qui sont censés durer 20 ans, voire plus. Mais du coup, je me posais la question du roulement des concentrateurs pour aller mettre effectivement des concentrateurs V2 aux bons endroits du réseau en fonction des contraintes et de profiter de maintenance pour faire tourner et mettre à jour le parc hardware et logiciel aux beaux endroits. Oui, je vois. Il y a des idées qui tournent autour de ça pour trouver effectivement des postes un peu critiques où on pourrait mettre des concentrateurs peut-être un peu différents, mais c'est ce que disait Pierre Mallet tout à l'heure. Ça peut être aussi d'autres types d'équipements qui portent de l'intelligence et qui font d'autres actions. Et on n'est pas forcément obligé de tout faire porter par nos concentrateurs Linky. En tout cas, pour répondre à la question de base, on n'a pas de concentrateur V2 au-delà des évolutions classiques de l'obsolescence technique prévues dans les cartons là. Ok, merci. On arrive au bout de ce webinaire, il est 15h33, donc ce qu'on peut constater là, c'est quand même on est au début d'une grande aventure avec toutes ces nouvelles technologies. Ça pose beaucoup de questions, comme on l'a vu. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ça mobilisait beaucoup de compétences et de métiers. On a parlé bien sûr d'informatique, de télécommunications, d'algorithmie, d'intelligence artificielle. Donc je pense que déjà parmi les adhérents de l'association, il y a un certain nombre d'adhérents qui n'étaient pas proches de ces sujets, qui pourront se manifester à l'avenir et se rapprocher des intervenants finalement qui sont des acheteurs des solutions pour l'implémentation sur nos réseaux. Et puis pour ceux qui sont en dehors de l'association, ça peut être aussi l'occasion de se rapprocher de l'association, de ses adhérents, et de voir dans quelle mesure ils peuvent participer à cet écosystème via ce sujet du edge computing et du grid edge. Donc l'ensemble des présentations seront mises à disposition. Je pense que l'ensemble des intervenants seront d'accord pour le faire très rapidement, donc vous pouvez les récupérer. Et puis, je vous remercie encore. Là, je voyais quand même une 50, voire 60, 70 personnes qui étaient présentes pour ce webinaire. Donc, je pense que c'est un vrai sujet d'intérêt. Donc, peut-être on pourra se permettre dans un an de remettre à jour l'état des lieux de ces technologies, voir dans quelle mesure les cas d'usage ont évolué et les nouvelles questions ou les nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, merci à tous et puis bonne fin d'après-midi. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.